pour mon titre, en fait, sur l'art contemporain japonais, c'est qu'une seule petite partie à la fin de ma communication. Donc, voilà, je vais plus me concentrer sur l'imaginaire du nucléaire et particulièrement sur le champignon atomique. J'ai choisi l'imaginaire du nucléaire, c'est assez vaste, c'est assez fécond, mais je me concentre sur le champignon atomique parce que c'est de là que part l'imaginaire du nucléaire. C'est lui qui préfigure l'avènement de l'ère atomique. Et de lui aussi que découlent les autres imaginaires du nucléaire, comme on a vu tout à l'heure, les univers post-apocalyptiques avec la planète des singes, les mutations génétiques qui donnent vie à de super-héros, ou bien à des monstres, par exemple avec Godzilla. Et ces imaginaires donc, se sont formés en réponse à l'apparition du champignon atomique dans la culture visuelle. Le champignon atomique est devenu un méta-symbole du spectacle nucléaire, selon John O'Brien, dans sa conférence intitulée « Representing the Nuclear Imaginary ». Je pense que dans les autres communications, nous avons pu avoir plusieurs définitions de l'imaginaire, mais moi, ce que j'en retiens, c'est que l'imaginaire est polysémique. Il est en constante évolution selon un processus dialectique et, dans le cas du nucléaire, particulièrement historique. Nous avons affaire à un imaginaire issu de plusieurs événements qui s'est développé face aux multiples catastrophes atomiques, donc avec Tchernobyl, Fukushima, aux tests nucléaires aussi, et aux censures. Donc ça, on le verra un petit peu tout à l'heure. Le champignon atomique reste avant tout l'un des symboles les plus représentés dans l'imaginaire du nucléaire et a développé toute une rhétorique visuelle dans l'imaginaire collectif. Pour cette présentation, je vais essayer d'étudier rapidement l'imaginaire du champignon atomique aux États-Unis comme point de comparaison pour me concentrer après sur celui du Japon et particulièrement dans l'art contemporain japonais qui, comme vous avez pu le voir dans ma présentation, est ma spécialité. Pour commencer, donc, je vais rapidement revenir sur l'histoire des premiers clichés des champignons atomiques qui ont été diffusés dans la presse. Donc, nous sommes donc en pleine Seconde Guerre mondiale et les scientifiques américains, à l'aide de chercheurs canadiens et anglais, commencent à produire les éléments fissibles nécessaires à la fabrication de la bombe sous le nom de projet Manhattan. Après de longues expérimentations, les scientifiques décident de tester la première bombe atomique sur le site militaire américain de Trinity, dans le désert du Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945, afin, je cite, d'étudier le souffle de l'explosion, la secousse terrestre, les radiations et de procéder aux enregistrements photographiques complets de la déflagration et des phénomènes atmosphériques qui en résulteraient. Donc, de nombreuses photographies ont été enregistrées, mais aucune n'est diffusée publiquement, car la fabrication de la bombe atomique doit rester secrète pour garder son effet de surprise. Donc, le 6 août 1945 est donc larguée sur Hiroshima la bombe à l'uranium Little Boy à bord du bombardier Enola Gay et photographiée par le sergent Georges Caron. Puis le 9 août, la bombe au plutonium 239, surnommée Fat Man, est larguée sur la ville de Nagasaki et cette fois-ci, cette photo est enregistrée par le lieutenant bombardier Charles Levy. Ces deux clichés captant la formation du champignon atomique ne sont pas diffusés dans les médias américains tout de suite. Et ils sont diffusés que le 11 août 1945, le jour de la reddition du Japon. Ils sont diffusés dans le New York Times et les deux photographies sont mises face à face et elles ne montrent que peu de choses. Comme vous pouvez le voir, le cadrage exclut le sol japonais, donc on ne voit pas la dévastation. Et on ne voit pas non plus les bombardiers américains. Donc la photo est totalement abstraite. D'ailleurs, elle n'a jamais fait la une de magazine pour cette raison. Donc ces deux clichés obtiennent un accueil beaucoup plus positif de la part du public américain que si les photographies avaient été publiées la veille des bombardements. Ça déplace l'atrocité de l'utilisation de la bombe atomique vers un sentiment de sécurité nationale. Les photographies seront ensuite relayées dans le magazine Life et puis à l'international. Donc ces deux photographies principalement ont nourri tout un imaginaire du nucléaire en étant donc son point d'origine. C'est la première fois qu'on voyait le nucléaire. Et ont donné lieu aussi à de nombreux scénarios apocalyptiques dans la culture de masse.
Ces deux photographies convoquent à leur simple vue tout un contexte, une histoire, un lieu et des personnages. La mémoire collective convoque des images de toute façon pour évoquer un événement particulier, tout comme la peinture d'histoire le faisait avant l'apparition de la photographie au début du XIXe siècle. Donc ces photos deviennent le symbole de la naissance de l'ère atomique et illustrent le phénomène dans son entièreté et captent tout le même instant, celui de la formation du champignon. Donc toutes les photos qui ont été prises après, donc tous les tests nucléaires, etc., captent toujours la formation du champignon atomique. Donc on a par exemple les tests issus de Trinity, donc on retrouve les photos du 16 juillet 1945, de l'atoll de Bikini, de la Polynésie française Castelbravo et j'en passe. Il y a eu près de 2000 tests nucléaires dans le monde. Et dans la thèse de Vincent Léo sur le champignon atomique comme image culturelle, l'auteur soutient, je cite, je m'excuse par avance pour mon super accent anglais. In rhetorical terms, this construction is known as a synecdoche, the use of a part to symbolize the whole. It is the basic strategy for all photographic illustrations of the nuclear apocalypse, and is analogous to the use of the mushroom cloud to illustrate the entirety of a nuclear explosion. Donc cette image du champignon atomique devient un composite d'images qui renvoie aux photographies de Nagasaki et des autres essais nucléaires. Donc si ces photographies sont utilisées comme illustration de l'événement historique, elles ne seront pas retouchées. Donc par exemple dans les livres d'histoire, on ne va jamais oser retoucher ces photos. Par contre, une fois qu'elles intègrent l'imaginaire du nucléaire, là on va totalement les retoucher, on va les décontextualiser et on va leur donner une nouvelle interprétation, qu'elle soit positive ou négative. Donc du côté américain, après la Seconde Guerre mondiale, la photographie est appréhendée comme une image de la victoire, du progrès, d'un avenir paisible qui se dessine grâce à la nouvelle arme de dissuasion que les États-Unis détiennent. L'image du champignon atomique se popularise et en 1947, on dénombre à Manhattan 55 entreprises dont le logo s'inspire de la photo de Caron. Produits ménagers, coupe de cheveux, il y a même à Las Vegas l'élection de Miss Bombe Atomique, dont le buste est recouvert d'un champignon en coton. Cette photographie devient alors un outil idéologique. Et le champignon atomique véhicule une image positive des armes nucléaires. Et même Disney s'y met et réalise en 1957 un épisode de dessin animé intitulé Our Friend the Atom, qui décrit les bénéfices du nucléaire à travers le mythe du pêcheur et du génie dans la lampe magique. D'ailleurs, ce dessin animé est disponible sur YouTube si ça intéresse quelques personnes ici. Donc sa popularité permet de mettre un voile sur la réalité. Cet effet de mode, donc du nucléaire comme une énergie positive, est contrebalancé par l'apparition d'un imaginaire du nucléaire plus destructeur, qui découle de l'apocalypse dans la fiction américaine et qui se construit donc à partir de l'image de ce champignon. Il semblerait en effet que quelques mois après la publication de ces clichés, les avis commencent à être divergents. De nouvelles photographies, des reportages et des témoignages de survivants japonais commencent à faire surface et partagent l'avis du lectorat. Et en 1952, le magazine Life publie les photographies enregistrées par les victimes des bombardements et c'est le début d'une mythologie alternative du nucléaire. Il semblerait aussi que la fin de la guerre froide ait mis un terme total à cette image positive du nucléaire salvateur. Donc il y aurait vraiment une très longue liste à établir de tous les comics, les jeux vidéo, les films, les œuvres d'art, les romans qui sont vraiment hantés par cette menace du nucléaire et qui créent tout un imaginaire avec l'apocalypse, la fin du monde, etc. à cause du nucléaire. Et la réception pourtant de cette image au Japon, elle est totalement différente. Je reviens encore à l'histoire, toutes les photographies, reportages ou écrits sur les bombardements sont activement censurés par l'armée américaine occupant le Japon de septembre 1945 à avril 1952. Pendant cette occupation, aucune photographie des bombardements n'est diffusée. Les artistes, cinéastes et autres créateurs japonais vont alors tenter de contourner la censure
en montrant les effets de l'irradiation et pourquoi pas ces effets possibles dans le futur. Donc on pourrait nommer le film Godzilla, ce monstre irradié et furieux qui est réveillé par des essais nucléaires, donc le film qui date de 1954, ou bien à l'opposé, le petit Astro Boy. En japonais, son prénom c'est Atomu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, le petit Astro Boy est créé en 1952 et fait l'apologie cette fois-ci de l'énergie nucléaire. Donc à la fin du printemps de 1952, toutes les photos des bombardements sont données au Japon et aussi rendues, parce que certaines donc, appartenaient aux Japonais qui se les ils se sont fait censurer, donc la police de la censure leur a pris leurs photos et on leur a rendu donc au printemps 1952. Mais ce n'est qu'en 1973 que c'est la copie de ces deux photographies que je vous ai montrées au début. Ces deux photographies, c'est en 1973 qu'elles ont été rendues. Donc c'est à ce moment-là que le champignon atomique rejoint réellement l'imaginaire du nucléaire. Alors qu'aux États-Unis, c'est le champignon atomique qui avait créé cet imaginaire, qu'au Japon, il n'a été intégré que 20 ans plus tard. Donc dans le domaine de l'art, l'image du champignon atomique est trop réelle et trop douloureuse pour la génération d'artistes qui a vécu la guerre et les bombardements. Sa représentation reste assez timide jusque dans les années 90 avec la deuxième génération d'artistes qui arrivent, qui eux n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt ils connaissent les récits de leurs parents, ils ont vu des photos, ils ont vu des dessins, ils ont été nourris toute leur enfance de ces récits. Et c'est eux qui vont développer un nouvel imaginaire du nucléaire en incorporant ce champignon atomique. Une des œuvres les plus controversées est celle de l'artiste Nobuyuki Hura, je vais revenir dessus, qui lui est né en 1949, issu de sa série Holding Perspective 1982-1985. L'artiste superpose des photographies en noir et blanc, dont on peut apercevoir le portrait de l'empereur Hirohito, qui était empereur pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est coiffé d'un champignon atomique. L'œuvre est grinçante et suppose une certaine critique envers l'empereur Hirohito, car ce dernier aurait pu éviter les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki si le pays avait capitulé plus tôt. Et comme on dit, l'artiste lui fait porter le chapeau. L'œuvre a d'ailleurs été censurée au Japon, car c'est une diffamation envers l'empereur, mais aussi envers le peuple japonais. Comme autre exemple, un peu plus célèbre, un peu plus pop, nous avons Takashi Murakami, qui est très célèbre et très apprécié au Japon, mais aussi à l'international, qui lui a consacré beaucoup de séries sur le thème du champignon atomique, donc soit sous forme de champignon, ou soit sous forme de squelette qui s'élève dans le ciel. Donc dans sa série Time Bokan, dont là on voit une œuvre, il représente donc une tête de mort qui ne symbolise pas la mort au Japon, mais plutôt la renaissance. Donc selon la pensée japonaise, c'est la renaissance, mais la prochaine renaissance aussi. Des petites fleurs souriantes sont disséminées dans les orbites du crâne, et l'artiste explique que si elle sourit, c'est tout simplement qu'elle signifie le pardon. Et dans une interview pour la BBC, Murakami explique, je cite, « Nous avons choisi de représenter la pire tragédie qui nous est jamais arrivée et l'avons tournée en dérision. L'aliénation spirituelle et la malléabilité spirituelle qui nous a permis d'en faire une plaisanterie juste 30 ans après la guerre me fascinent. » L'artiste représente aussi des champignons multicolores, affublés de multiples yeux. Et dans son œuvre, par exemple, Smooth Nightmare, Murakami montre plusieurs espèces de champignons. Il explique qu'il représente le nuage atomique apparu suite au bombardement. Et il se profile comme une vision détournée, dite kawaii, donc c'est le mignon en japonais, d'un phallus en érection. Symbole de fécondité et donc, encore une fois, de renaissance après cette catastrophe. Mais cette image de phallus en érection pourrait aussi faire penser à une castration symbolique ressentie par le peuple japonais suite à leur défaite. Et là, c'est ce qu'on va voir avec un autre artiste qui lui aussi
montre un grand phallus en érection, mais pour une toute autre raison. Donc, c'est l'artiste Aida Makoto sur lequel j'ai fait mon mémoire de maîtrise. Et il a fait une œuvre qui s'appelle Moko Moko, qui est un onomatopée que l'on retrouve dans les mangas et qui signifie quelque chose de doux, de fluffy. Donc l'artiste Aida Makoto tourne lui aussi en dérision ce symbole avec sa forme phallique et son petit visage de souris. Aida explique qu'il a souhaité fusionner 3 images. La première est celle du culte du kawaii dans la culture pop d'après-guerre, symbolisée par exemple par le personnage de Hello Kitty. Le deuxième, c'est le pénis en érection, et le troisième, la capacité de la bombe à tuer des milliers d'innocents. Donc il a fait fusionner ces 3 images totalement contradictoires qui ironisent l'usage du champignon atomique dans la culture de masse au Japon. Il avait déjà fait ça dans un de ses mangas que j'ai ramené si ça intéresse quelqu'un. Il s'appelle Mutant Hanako et il refait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale où une jeune fille, une jeune écolière se fait irradier et va sauver le Japon en tuant le président Roosevelt qui a une tête de phallus. Voilà. Donc tout cet imaginaire du nucléaire et du champignon atomique est érigé en symbole identitaire par les Japonais, auquel les artistes autant que les réalisateurs, les mangaka et autres créateurs s'identifient. Cet imaginaire fait partie intégrante de leur identité collective. Donc pour conclure, je vais essayer d'éclaircir un petit peu les différents points qui sont apparus dans ma recherche. Et je vais essayer de répondre aux 3 grandes questions de Bertrand Gervais dans le tome 1 de Logique de l'imaginaire. C'est possible que j'ai mal compris, mais je m'essaye. Donc la première question. 1. Qu'est-ce qui caractérise la figure comme signe? Donc moi je dirais que c'est une figure abstraite, qui est donc polysémique. Elle a une valeur historique et signifie le début de l'ère atomique. C'est un symbole aussi universel de la transmutation. 2. Dans quel contexte apparaît-elle? Elle apparaît lors de la diffusion des clichés, avec une valeur positive qui est renversée en 1952 avec l'apparition de photographies d'un Japon en souffrance, signant le début d'une mythologie alternative du nucléaire. 3. Quelle relation s'engage à son contact? Création d'un imaginaire positif et futuriste dans un premier temps, puis destructeur, apocalyptique dans un second temps aux États-Unis, tandis qu'au Japon, l'imaginaire est nourri par les effets de la radiation, puis l'incorporation du champignon atomique par la seconde génération après la diffusion des clichés. J'espère que c'est un petit peu éclairci. Voilà. J'espère que ça vous a plu.